Je l'ai vu dans la notification qui a clignoté sur mon écran. Donne-nous un peu d'espace. On a besoin de temps sans ta pression. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et puis j'ai compris qu'il m'avait écarté. Et ce n'était que le commencement. Le vent faisait claquer les banderoles au-dessus du petit entrepôt où je conservais les archives du fonds familial. Archives silencieuses d'innombrables privations que j'avais assumées. Je me tenais là, le regard fixé sur l'ordre de l'opération de fermeture du compte principal. Le groupe chat s'était figé après le message. Ni une justification, ni un mot de remerciement. Espace, comme on demande à quelqu'un de reculer, avant de le pousser dehors. J'ai ouvert l'onglet « Dépenses familiales » sur mon écran, le doigt glissant sur les chiffres comme un lecteur sur un manuscrit sacré. 5 ans, facture d'électricité, soins pour ma mère, multiples virements pour la thérapie de ma sœur, frais de scolarité du neveu. Parfois, des dizaines de milliers qui partèrent en silence. Le mot « merci » avait disparu depuis longtemps, peut-être dès 2021. Je commence à penser à ce que tout cela a coûté. Était-ce pour eux un acte d'amour ou simplement un service indispensable, invisible, attendu? J'ai défilé les transactions. Chacune racontait une histoire de panique, de résistance bloquée, de dettes étouffées en privé. Une scène s'est imposée à moi. Ma sœur au téléphone, la voix tremblante, demandant une avance pour un cours professionnel. Je lui avais dit oui, sans questionner. Puis elle a raccroché, le silence glacial, comme si j'avais rendu un service automatique. Je me suis souvenu des veilles à taper les chiffres, retoucher les virements, sans que personne ne remarque que je levais cette charge chaque mois. La pluie a redoublé dehors. Les gouttes tapèrent sur le toit de tôle, punch visuel brut. Je suis resté debout, bloqué entre soulagement et désarroi. C'était, je peux le nommer maintenant, de l'exploitation émotionnelle, ou du moins de la dépendance systémique. Il n'avait pas besoin de moi. Il nécessitait ce que je faisais. Un dialogue intérieur m'a traversé. Je ne veux plus être l'option de secours. Tu as toujours été. Pourquoi maintenant? Mais la voix dans ma tête était blanche, impitoyable. Je me suis rappelé le premier virement. Un petit prêt remboursable entre frères. « Je te revaudrai ça un jour ». Aujourd'hui, je n'avais plus de valeur à proposer, juste une limite qui se dressait. Le châtiment a relevé le défi, je suis allé fermer le compte du fonds avec une guerre silencieuse dans le regard. Le curseur a glissé sur « Confirmer ». La souris cliquait sans trembler. Et tout s'est arrêté. L'éclairage au néon du bureau tremblait un instant, projetant mon ombre contre le mur. Pas dramatique, juste une silhouette qui ne disparaît plus. Le fond n'existe plus. Les demandes ne seront plus humaines. Plus illusoires. J'ai senti un changement. Déjà, avant d'appuyer sur « Fermer », je ressentais un vide. Mais maintenant, c'est comme si je respirais pour la première fois. Pas par vengeance, mais par nécessité de vivre. Je me suis assis, le dos contre le mur. Devant moi, le petit groupe continuait son silence numérique. J'ai compris que j'étais seul dans le noir, comme après un tremblement de terre, avec les décombres d'un passé cherchant encore à me retenir. Je me suis levé, sans hâte, sans colère, juste froid. Je commence à penser à ce que tout cela a coûté. Répétai-je, mais cette fois en voix basse, pour moi-même. Ce n'était plus une question. C'était la première phrase d'un discours intérieur que je n'avais jamais osé prononcer. Qu'est-ce qui m'a poussé à maintenir ce rôle invisible? Et que ferais-je si je reprends la parole, si je cesse d'alimenter ce système? Je les ai observés continuer leur vie comme si rien ne s'était passé. Comme si couper le lien avec moi ne changeait rien à leur confort. C'était ça, le plus cruel. Leur indifférence organisée. Une absence de réaction qui disait tout. Sur Instagram, ma sœur publiait des stories depuis un spa. Pieds en éventail. Légende. Prendre soin de soi, enfin. Mon frère repostait des citations sur l'amour-propre et les limites saines. Et ma mère commentait avec des cœurs. Je regardais tout ça comme on regarde une pièce de théâtre montée sans vous, mais dont vous aviez pourtant payé tous les décors. Ils m'avaient effacé, mais conservé tout ce que j'avais offert. J'ai failli écrire. Juste un message, une phrase. Vous rendez-vous compte? Mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Au lieu de ça,
J'ai commencé un dossier. Une feuille blanche, titre « Désinvestissement ». Dedans, j'ai listé chaque transaction, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, pour moi, pour voir l'ampleur. Les chiffres faisaient mal. J'ai hésité à ajouter les heures d'écoute. Les nuits sans sommeil. Les plans de secours. Les appartements que j'ai garantis. Les dettes que j'ai soldées sans un mot. Mais comment chiffre-t-on ce qui est invisible? Flashback. Noël 2019. Ma sœur m'a offert une écharpe. Elle a dit « Tu es toujours là pour nous ». Elle l'a dit comme on dit « Merci pour le sel à table ». Automatique. Effacé aussitôt. Je me suis revu dans la cuisine de maman, un soir d'août. Mon frère me disait « Tu assures, mec, franchement, on ne pourrait pas tenir sans toi ». Il avait bu. Il ne s'en souvenait sûrement pas. Mais moi si. Et c'est là que ça s'est fissuré. Pas à cause de leur silence actuel, mais parce que j'ai réalisé que j'étais un pilier. Sans fondation. Une structure qu'ils exploitaient par habitude, sans jamais vérifier si elle tenait encore. Un jour, j'ai appelé un vieil ami. Julien. On ne parlait plus depuis des années. Il a décroché, surpris, mais il m'a écouté. Il m'a dit « Tu sais, ta famille ne t'a jamais demandé comment tu allais. C'est toi qui as décidé de jouer ce rôle. Je l'ai haï, sur le moment. C'était vrai et brutal. Mais il avait raison. J'ai commencé à observer mes propres comportements. Comment je disais « bien sûr » avant même qu'on ait formulé une demande. Comment je riais en disant « pas de souci » alors que tout en moi criait. Et j'ai vu, pour la première fois, que ce n'était pas eux seuls. C'était moi aussi. Mon besoin d'être indispensable, de justifier mon existence par l'aide. Et je me suis senti nu, vide. Un matin, j'ai rouvert le groupe familial. J'ai relu tout l'historique, mois après mois. Ce n'était pas un groupe de discussion. C'était un tableau d'affichage. Des demandes. Des nouvelles impersonnelles. Aucun « comment tu vas ?» Et au milieu, moi, envoyant des « je m'en occupe ». T'inquiète, c'est réglé. Un message a surgi du passé. Ma sœur écrivait « On est une équipe, non ?» J'ai souri. Pas d'amertume. Juste cette lucidité qui monte lentement et vous remplit jusqu'à la gorge. Je me suis demandé à quel moment tout avait commencé à s'effondrer. Et je crois que c'est le jour où j'ai arrêté d'attendre un merci. Ce jour-là, inconsciemment, j'ai compris que ce que je donnais n'était pas vu. Et ce qui n'est pas vu finit toujours par être dévoré. Ce matin-là, j'ai décidé de faire un test. Un petit mouvement, presque anodin. J'ai envoyé un message dans le groupe. « Bonjour à tous, j'ai quelques soucis de trésorerie ce mois-ci. Je vais devoir suspendre mes virements habituels. Tenez-moi au courant si urgence. » Rien. Silence. Puis, 2 heures plus tard, un seul message de ma mère. « J'espère que ce n'est pas grave. » Pas de point d'interrogation, pas d'appel, pas de demande de précision, un constat passif, une gêne. J'ai continué. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Pas pour les poursuivre, pour comprendre. Comment fonctionnait le fonds exactement? Quels étaient mes engagements réels? Le cabinet était sobre, professionnel. L'avocat m'a écouté, a lu les documents, puis a dit « Officiellement, tout est à votre nom. Ce n'est pas un fonds familial. C'est une structure privée. Vous êtes le seul contributeur. Vous pouvez la dissoudre quand vous voulez. » J'ai hoché la tête comme si j'attendais une autre réponse. Comme si j'espérais qu'ils me disent « Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes engagé moralement. » Mais la loi ne connaît pas les dettes affectives. En sortant, j'ai croisé une femme sur le trottoir, en larmes, téléphone à l'oreille. Une dispute. J'ai perçu des mots, j'ai tout fait pour eux. Ils ne voient rien. J'ai failli lui parler. Je ne l'ai pas fait, mais sa voix m'est restée dans les oreilles toute la journée. Le soir, j'ai croisé Bastien, un ancien collègue. On a pris un verre. Je lui ai parlé, partiellement, de la famille, des transferts, de l'impression d'être vidé. Il m'a regardé, sérieux. « Tu sais ce que t'as fait, toi? T'as construit une prison dorée, pour eux, et t'as jeté la clé. Maintenant tu cries parce que t'es encore dedans. Tu penses que j'aurais dû dire non dès le départ? Pas forcément, mais t'aurais dû le dire pour toi, pas pour être aimé. » Je n'ai rien répondu,
Mais ces mots, ils m'ont transpercé. Le lendemain, j'ai ouvert Excel et j'ai commencé à ajouter une nouvelle colonne à mon fichier. Ressenti. À côté de chaque transaction, j'ai noté ce que j'éprouvais au moment de l'envoyer. Peur, fierté, honte, épuisement, parfois même soulagement, parce que j'existais dans l'acte de donner. C'était ça, ma révélation. Je ne donnais pas pour eux. Je donnais pour ne pas disparaître. Et eux avaient appris à ne plus regarder. J'ai testé encore une chose. J'ai proposé dans le chat, et si on faisait une réunion de famille pour parler un peu? Silence. Puis ma sœur, tu vas bien? Tu fais un burn-out ou quoi? Suivi d'un emoji qui rigole. Ce n'était pas une réponse, c'était une fermeture, un verrou. Alors j'ai décidé de leur répondre comme un inconnu. Par acte, pas par émotion. J'ai appelé la banque. J'ai lancé les démarches pour dissoudre officiellement le fonds. Plus de flou, plus de provisoire. J'ai contacté un comptable. J'ai commandé un audit. Pas pour me venger, pour clarifier, pour sortir. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais enfant. Je courais dans la maison et tout le monde criait mon nom. Pas pour jouer, pour réparer, pour ranger, pour calmer. Et moi, j'étais fier. Je croyais que c'était ça, être aimé. Je me suis réveillé les larmes aux yeux. Et j'ai su, la suite allait être brutale, mais nécessaire. J'ai reçu un mail étrange. Objet. Vérification de solvabilité pour demande de prêt personnel. Mon nom, mon adresse. Mais je n'avais fait aucune demande. Je suis resté figé. Puis j'ai ouvert le fichier joint. La signature était celle de mon frère. Je me suis rendu directement à l'agence bancaire. L'agent, embarrassé, a confirmé « Oui, une demande de prêt avait bien été enregistrée. » Non, je n'étais pas censé être au courant. Et oui, c'était une copie d'identité scannée, en pièces jointes. « Je veux un rapport écrit », ai-je dit. « Je veux tout. » Elle m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas un simple malentendu. En rentrant, je suis passé devant l'ancien appartement de ma sœur. Elle n'y vivait plus. Mais dans la boîte aux lettres, son nom y était encore. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je suis rentré chez moi, j'ai verrouillé la porte, tiré les rideaux. Je suis allé chercher la boîte métallique où je gardais les anciens papiers, les carnets, les photos. J'ai retrouvé une lettre, 2017. Ma sœur m'écrivait « Je ne sais pas comment te remercier, tu nous sauves. » Je l'ai relue 3 fois, puis je l'ai brûlée dans l'évier, sans trembler. Dans la nuit, j'ai envoyé un mail à toute la famille. Objet. Clôture définitive du fonds. Corps du texte. Simple, sec, factuel. J'y ai joint les relevés, l'audit, le rapport d'activité. Plus de 200 000 € répartis sur 5 ans. Aucun remboursement. Aucune reconnaissance écrite. Aucune participation. J'ai terminé par une phrase. Je ne suis plus votre solution silencieuse. Le téléphone a sonné 1 heure plus tard. C'était mon frère. C'est quoi ce délire? Pourquoi tu fais ça maintenant? Parce que tu as essayé de prendre un crédit à mon nom. Mais c'est pas ce que tu crois. On allait te prévenir. Vous n'avez même pas demandé. Silence. Tu exagères, mec. On est une famille. Tu coupes tout. Tu balances ça comme un banquier. Justement, comme un banquier. Parce que c'est ce que j'ai été. Pas un frère. Il a raccroché. Je me suis effondré sur le sol. Pas de larmes. Pas de colère. Juste une fatigue. Une chute intérieure. J'ai fermé les yeux. Je me suis vu, assis à la table familiale, adolescent, tenant les comptes du dîner de Noël, répartissant les restes, souriant. Toujours utile. Toujours juste. Et maintenant, j'étais seul. Détesté peut-être. Mais enfin, seul. J'ai rêvé d'une mer noire, lisse, sans rivage. Et d'un petit point lumineux au loin. Une barque, vide. C'était moi. Le matin, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix tremblait. Je comprends pas. Tu vas vraiment nous abandonner? Tu n'étais pas comme ça avant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. 3 fois, puis j'ai effacé. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai regardé mon reflet longtemps. J'avais l'air d'un survivant. Cerne, barbe de 3 jours, regard éteint. Mais j'étais encore là.
J'ai cassé le miroir. Net. Un seul coup. Les éclats ont rebondi sur le carrelage. J'en ai ramassé un. Dedans, un œil. Le mien. Immobile. Vivant. Cette nuit-là, j'ai dormi par terre. Pas de lit, pas de chaleur. Juste moi et le silence. Et au matin, j'ai su, il n'y aurait plus de retour. Je me suis levé tôt, trop tôt, avant le soleil. L'appartement était glacé, le sol dur sous mes pieds. Mais il y avait un calme, un vide propre. J'ai allumé l'ordinateur et rouvert le dossier. Cette fois, ce n'était plus pour compter, c'était pour comprendre. Voir l'ensemble, repérer la structure. J'avais joué le rôle du financier, du confident, du garant. Mais derrière ces fonctions, il y avait un schéma, un système, une mécanique. J'ai créé un nouveau document. Modèle familial implicite. J'ai listé les rôles. Ma sœur, l'enfant en crise perpétuelle. Mon frère, le garçon éternellement en projet. Ma mère, la martyre subtile, toujours fatiguée, toujours inquiète. Et moi, l'invisible pilier, celui qui assure, celui qui encaisse, sans titre, sans voix. Et j'ai eu cette pensée. Ce n'était pas ma famille. C'était une organisation, un système. Et j'avais été son carburant silencieux. Ce jour-là, j'ai reçu un message inattendu. Le compagnon de ma sœur. Ex-compagnon, en fait. On ne s'était jamais vraiment parlé, sauf pour des histoires de garde ou d'argent. Je peux te voir ? Juste un café. J'ai besoin de comprendre. On s'est retrouvés dans un bar vide vers 11 heures. Il avait l'air fatigué, tendu. Tu sais, a-t-il dit en posant sa tasse, ils ont toujours dit que tu étais bizarre, fermé, trop rationnel. Mais moi, je t'ai observé. Et je crois que tu es juste. Celui qui voit tout. Je n'ai rien dit. Il a continué. Quand j'étais avec ta sœur, elle m'a fait croire qu'elle portait tout, qu'elle était seule. Mais en fait, tu portais tout derrière. Et maintenant qu'elle a plus accès à ça, elle panique. Il a sorti une feuille pliée, un tableau. Elle avait noté des projections de soutien jusqu'en 2026, avec mon nom en face de chaque poste. Je l'ai regardé. Il a haussé les épaules. J'ai cru que tu devais le savoir. Moi, je suis sorti de là. Toi aussi, tu peux. Je suis rentré, la feuille dans la poche. Et c'est là que j'ai compris. Ce que j'avais cru être de l'amour était une forme de contrat invisible. Et j'étais le seul à ne pas en avoir signé les clauses. J'ai rouvert le dossier une dernière fois. Et j'ai tout imprimé, chaque ligne, chaque échange. J'ai rempli une boîte entière. Puis j'ai pris un billet de train. Pour ailleurs, pas pour fuir. Pour créer une distance réelle. Physique, administrative. Le soir, je suis passé dire au revoir à la voisine d'en face. Une vieille dame, Odette, qui me saluait toujours du balcon. « Vous partez ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est nécessaire. » Elle m'a regardé longtemps. Parfois, on aide parce qu'on croit qu'on est les seuls à pouvoir. Mais c'est faux. Il trouve toujours un autre pilier. Toi, va vivre. Tu n'as pas à te briser pour qu'il tienne debout. J'ai serré sa main. Longtemps. Dans le train, j'ai regardé le paysage défiler. Et j'ai pensé, ce n'est plus une fuite, c'est un retour. Vers moi. Vers ce que je suis sans leurs besoins, leurs attentes, leurs dettes. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti. Pas de peur, pas de culpabilité. Juste une clarté. Le système est brisé. Et je suis vivant. J'ai trouvé une colocation discrète dans une ville moyenne, loin de tout ce qui me rappelait eux. Petite rue calme, fenêtre sur cour, un matelas au sol, un bureau, un silence neuf. Je m'étais dit, recommence à zéro. Pas pour construire quelque chose de grand, juste pour exister sans dette. La première semaine, j'ai marché, des heures, sans direction. J'ai observé les gens, les vitrines, les cafés. J'écoutais des conversations, des inconnus qui se racontaient, se contredisaient, riaient. J'enviais leur simplicité, leur droit d'être sans fonction. Un jour, au parc, un homme m'a demandé l'heure. Puis il s'est assis à côté de moi. On a parlé. De tout, de rien. Il s'appelait Karim.
ancien infirmier reconverti en coach scolaire. Il a dit « T'as l'air de quelqu'un qui a beaucoup donné ». Je n'ai pas répondu. Il a souri. « Je le sais, je l'étais aussi. Ceux qu'on ne voit pas, mais qui tiennent les murs. Jusqu'à ce que les murs tombent. Karim est devenu un point fixe. On marchait, on parlait. Parfois on se taisait. Un jour, je lui ai montré le dossier imprimé. Toute ma mémoire comptable. Il a lu en silence. Tu devrais faire quelque chose avec ça. C'est plus qu'un fichier. C'est un témoignage. Pour qui? Pour ceux qui vivent ça sans pouvoir le nommer. On a monté un blog. Discret. Anonyme. Les Invisibles. Je postais sous pseudonyme. Des fragments. Des chiffres. Des scènes. Et les commentaires ont afflué. Des gens racontaient leur propre rôle de soutien désigné. C'était comme briser un miroir collectif. Karim m'a dit un soir « Tu n'es plus une victime, tu es un révélateur. » J'ai senti une chose étrange. Non pas de la fierté, mais une forme d'utilité neuve. Libéré. Un après-midi, on a organisé une rencontre avec des lecteurs. 15 personnes, des femmes, des hommes, trentenaires, quinquagénaires. Tous portaient cette même fatigue noble. On s'est assis en cercle. Pas de thérapie, juste des mots. J'ai parlé en dernier. J'ai dit « J'ai été un vaisseau pour les besoins des autres. Aujourd'hui, je réapprends à ne pas couler dès que quelqu'un a soif. » Ils ont ri doucement, pas par moquerie, par reconnaissance. Plus tard, dans un café, Karim m'a regardé et a dit « Tu crois qu'ils pensent encore à toi, ta famille ? Peut-être, mais je ne suis plus dans leur planification. Et toi, tu penses encore à eux ? Moins. Et quand j'y pense, c'est plus pour comprendre, plus pour revenir. » Il a hoché la tête. « Alors tu es libre, pas guéri, mais libre. » Et j'ai su qu'il avait raison. L'email est arrivé un lundi matin. Objet. Réunion familiale, à propos du fonds. Signé, ma sœur. Copie, toute la famille. Nous aimerions parler. Trouver un terrain d'entente. Maman est bouleversée. Reviens dans le groupe. On peut résoudre ça. Aucune excuse, aucune reconnaissance. Juste un ton administratif. Une tentative de retour à la norme. Karim m'a regardé lire le message. « Tu vas y aller ? » « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce que cette fois, je n'y vais pas pour eux. On s'est donné rendez-vous dans un café à Paris. Grand, lumineux. Trop de bruit, trop de vitres. Je suis arrivé le premier. J'ai choisi une table en bordure. Pas au centre. Ils sont arrivés ensemble. Ma mère, ma sœur, mon frère. Souriant, presque détendu. « On est content que tu sois venu, » dit ma sœur. Je n'ai rien répondu. J'ai sorti un dossier. Un double du rapport que je leur avais déjà envoyé. Je ne reviendrai pas. Ce n'est pas une discussion. C'est une clôture. Ma mère a pâli. Mais tu es de la famille ? Non, j'étais leur banque. Ma sœur s'est tendue. Tu veux juste te venger, c'est ça ? Tu joues les martyrs ? Non, je pose les clés. Faites ce que vous voulez de la maison. Je me suis levé. J'ai laissé le dossier sur la table. Autour, les gens riaient, buvaient des expressos. Vivait. Mon frère a murmuré « Tu vas vraiment tout couper comme ça ?» Je me suis arrêté. 1 seconde. C'est déjà fait. Et je suis sorti, sans me retourner. Je marche dans une ville où personne ne connaît mon nom. Les rues sentent le pain chaud, l'air salé. Je respire, profondément. Pas pour tenir. Pour moi. Je passe devant une librairie. Dans la vitrine, un livre sur les familles toxiques. Je souris. Juste un instant. Plus loin, je croise une femme qui ressemble à ma tante. Même démarche, même manteau. Elle s'arrête, me regarde. « C'est toi ?» Je hoche la tête. « Tu sais, ils parlent encore de toi. Ils disent que tu as changé. » Je la regarde sans bouger. « C'est vrai, j'ai changé. » Elle me tend quelque chose. Une vieille photo. Nous, enfants, au bord de la mer. « Tu veux la garder ?» Je secoue la tête. Non, garde-la. Moi, je vais vivre autre chose. Elle ne dit rien. Elle comprend. Je continue à marcher. Le vent se lève. Je ne suis plus un pilier. Je ne suis plus un refuge. Je suis juste un homme. Et c'est assez.